Ça fait des mois que je supplie Maudin Malin de me donner la parole après qu'il m'ait qualifié de grand inquisiteur. Il me dit, tu sais, je peux pas, j'ai piscine, j'ai aquaponie, j'ai machin. J'aime bien sa chaîne d'ailleurs, sa dernière vidéo sur Histoire crépue, là, sur l'esclavage, et je trouve beaucoup plus qualitative que la mienne. Donc n'hésitez pas à voir la mienne et la sienne, qui est beaucoup plus travaillée et pertinente. Et démonte dans les règles de l'art toute l'hypocrisie et le double discours de cette vidéo qui essaie de minimiser à mort la souffrance des esclaves de la traite arabo-musulmane et qui essaie de maximiser à mort la responsabilité des Blancs et des je sais pas quoi. Et donc, je lui dis, vas-y, fais-moi venir, et il veut pas. Et ça me fait un peu repenser à Fergan Aziari, qui disait, j'ai pas le temps, mais qui passait sur toutes les radios, jusqu'à même Radio Courtoisie, tant que c'était pas moi. Non, mais il est très sympa, Baudin, donc regardez son travail. Et du coup, il invite quelqu'un de beaucoup plus pertinent sur la question de l'islam que moi ou que n'importe qui d'autre, c'est Florence Berger-Blaclair. Et moi, je ne calcule pas la vidéo, hein, donc je n'ai pas plus d'intérêt que ça pour ce sujet. Et en fait, ce matin, il y a Momo Kato qui m'envoie une vidéo de genre 10 secondes où il dit Florence Berger-Blaclair, elle a dit ça. Et elle dit un truc genre, ouais, et puis il y a Ali Babal qui est franchement dans le dénigrement, et ça, c'est pas très intéressant intellectuellement. Et oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, voilà, ce soir, j'avais pas l'intention de faire un live. Mais je me suis dit, allez, on va regarder et décortiquer un peu cette vidéo et voir ce qu'elle raconte. Parce que quand même, j'en ai un peu à découdre avec elle. Et je vais vous donner l'historique avec Florence Berger-Blaclair. Donc ma première interaction avec elle, c'est quand je suis passé sur CNews. Le soir même, il y a Christine Kelly qui m'envoie une capture d'écran sur WhatsApp de Florence, où elle demande à Florence, est-ce que ce qu'Ali Baba a dit sur les filles pendues par les cheveux en enfer, si elles ne se voilent pas, c'est vrai? Et, euh, et du coup, Florence lui dit, oui, votre invité était peut-être un peu sec ou cru ou direct, mais c'est exactement comme ça qu'on endoctrine les petites filles dans cette religion et dans les mosquées. Et du coup, Christine Kelly a utilisé Florence comme caution intellectuelle pour savoir si ce que je disais est vrai ou exagéré, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, et Florence m'a donné raison. Et le soir même de mon passage à CNews, j'ai reçu 2 MP sur Twitter. Il y a un, c'est Vincent Lapierre qui m'a demandé de faire l'interview, j'ai dit avec grand plaisir. Et deux, c'est Florence qui m'a proposé de passer sur le podcast du Sérif. Et je lui ai dit, oui, c'est quand vous voulez, je peux passer à Paris ou à Roubaix, où on loue un studio et on fait ça. Elle m'a dit, ouais, on verra bien. Et ensuite, Fadila, en accord avec Florence, m'invite à faire 2 conférences, une à Paris et une en Belgique, à Bruxelles, et j'accepte les 2. Et en fait, la conférence à Paris se passe très très mal avec Florence, enfin très très mal. De mon point de vue, ça s'est très très mal passé. De leur point de vue, ils m'ont jamais donné de retour, donc je ne sais pas. Et je ne me suis pas senti très respecté. Alors la première chose qui s'est passée, c'est qu'ils avaient beaucoup insisté qu'il y aurait une sécurité. Et du coup, je pense que c'était un argument de vente pour pas mal de gens qui sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils seraient effectivement en sécurité. Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une sécurité si forte que ça. C'est bien d'être prudent. Moi, je suis prudent quand je fais des RL avec vous. Mais ils m'ont dit, il y aura fouille à l'entrée, il y aura la police. Bon, ok, si tu organises tout, moi, je suis reconnaissant. Et du coup, ils ont fait payer l'entrée 15 € pour la location des lieux et la sécurité. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a rien qui allait dans ma poche. Hein. C'était vraiment pour l'organisation et j'étais très reconnaissant au Café Laïque de Fadila et de Florence pour m'inviter, me donner la parole et promouvoir mon livre. Alors, est-ce que la conférence a été diffusée? Je crois que non. Je crois que j'ai rediffusé que mon stand-up rigolo. J'avais enregistré toute la conférence et puis Fadila et Florence m'avaient demandé de ne pas la rediffuser parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas être reconnus. Alors, je vais vous expliquer ça plus tard. Et du coup, dès le début de la conférence, je dis des trucs sur l'éducation, sur la connaissance, sur l'émancipation. Et Florence me dit, mais vous êtes marxiste? Alors, ceux qui ont vu mon débat avec Jean Robin savent à quel point je suis marxiste. Et moi, je fais, non. Et elle me fait, ah si, un peu quand même, vos idées, elles sont marxistes. Moi, je fais, bon, d'accord. Et je continue ce que j'ai à dire. Et je pense qu'elle a été un peu vexée parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que je ne suis pas marxiste. Donc, quand on dit t'es marxiste, tu dis non. Et les gens, ils disent, bon, quand même un peu. Je ne sais même pas ce que c'est dire marxiste. Ça se trouve, je suis marxiste. Hein. Ça se trouve, c'est la couleur de peau ou j'en sais rien. Mais c'est la coupe de cheveux ou l'odeur, je ne sais pas. Mais voilà. Et du coup, à un moment, il y a un mec au premier rang qui, je pense, je suis quasi sûr, est un invité de Florence, qui me tacle sur la circoncision et qui me dit, non, mais écoutez, l'excision, c'est une horreur, mais la circoncision, ça va. Et Florence Berger-Blaclair surenchérit. Elle dit, oui, la circoncision musulmane est une horreur. Je dis de tête, mais c'est 90%, 95%. La circoncision musulmane est abominable parce que c'est sur des enfants de 8 ans qui s'en souviennent sans anesthésie. Mais la circoncision juive est un marqueur identitaire fort.
Et moi, je lui fais votre marqueur identitaire, vous, les juifs, c'est le zizi. Et je sens qu'ils n'ont pas aimé. Je sens que les quelques personnes, les invités au premier rang et mon interlocutrice n'ont pas aimé. Et après, il y a eu un petit échange de quelques minutes comme ça, où la personne au premier rang me disait « Oui, mais vous savez, chez les Juifs, c'est 8 jours, on ne se souvient pas, c'est fait proprement dans une clinique. » Alors déjà, non, c'est pas fait proprement dans une clinique, ça fait des milliers d'années que vous faites ça avec la bouche dans une synagogue, et c'est le rabbin qui a une chaise spéciale qui s'assoit avec le père et qui coupe la bite. Donc c'est pas du tout fait proprement dans une clinique, c'est fait proprement dans une clinique maintenant parce qu'on vous y oblige. Et puis aussi parce qu'il y a certains juifs qui sont pas aussi cons que les autres, et du coup qui se rendent compte que leur gamin, il y a tout intérêt à ce que ce soit fait proprement. Je sais pas si Black Claire elle est juive et je m'en bats les couilles, elle me l'a jamais dit et ça m'intéresse pas. Et, en fait, moi j'ai répondu mais écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on fasse les excisions à 8 jours proprement dans une clinique. On enlève les lèvres très proprement, on laisse le clito, on ne coupe pas comme ça. Et le mec a été outré. Attends, comment ça, il n'y a pas de son? Non, il y a le son. Tu m'as fait peur, Squirrel. Non, ne faites pas ça. Et le mec était outré. Et, ils sont énervés, on s'est pris la tête. Et du coup, ils n'étaient pas contents. D'ailleurs, ensuite, Black Claire m'a dit ah, je peux vous acheter votre livre. Je dis non, il n'y a pas de souci, je vous l'offre. Elle fait si, je veux l'acheter. Je fais ah, bah, vous me faites un don sur mon site internet. Je ne sais pas si elle a fait le don, hein, je n'ai jamais reçu le PayPal, mais je pars du principe qu'elle a payé, hein, après tout. Et une fois que la conférence est finie, on a très bien rigolé. D'ailleurs, il y a eu un tonnerre d'applaudissements sur ma répartie sur la circoncision parce que toute la salle, elle est vendue à ma cause. Et c'était un peu humiliant, tu vois, pour le mec. Du coup, j'ai dit non, applaudissez pas, c'est pas grave, on échange. Le mec, il se sent seul contre 100 personnes, donc c'est pas top. Et en fait, déjà, il y avait ce premier point, c'est qu'on m'a dit il y avait les sécurités. Et du coup, on a payé pour la sécurité. Et du coup, on arrive et il y a effectivement un garde du corps, 2 policiers, je crois. Et là, j'aurais fait, c'est vous la sécurité? Et en fait, devant la salle, je crois que c'était les salons Hoche, il y avait beaucoup de police. Mais ils vérifiaient l'entrée de personne, en fait. Il y avait un vieux papier sur le mur qui disait conférence Ali Baba à la droite, là, Bella Hussein. Et moi, je me dis, mais en fait, il n'y a aucune vérification et tout. Et en fait, la police était là pour un autre événement qui était en soutien, je crois, aux victimes du 7 octobre ou un truc comme ça, un événement officiel de la République. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ma conférence, du coup, les policiers, ils étaient là pas pour nous, mais pour Bergeau Blackler en personne. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu pas cool, tu vois, de pas nous le dire ou ça se trouve, et de toute façon, c'est quelque chose, c'est pas payé par les 15 euros que vous avez payé, hein, c'est payé par l'État. Mais du coup, c'est dommage quoi de jouer un peu là-dessus. Et je pense qu'il n'y a pas eu de communication entre Blackler et Fadila, ou s'il y en a eu, ça a dû passer à trappe. Mais ouais, je me suis senti un peu floué, mais je me dis c'est pas grave. Et en fait, à 9h30, quand la conférence finit, et ils s'en vont. Blackler et Fadila s'en vont. Et je dis, mais attendez, vous allez où? On n'était pas censé avoir un repas ensemble et tout. Non, nous, on a un truc plus important à faire. Hein. Et en fait, ils étaient partis à la conférence de l'État à côté pour le 7 octobre. Je ne sais même plus ce que c'était. Hein. Et moi, je suis là comme ça avec 100 personnes sur le bras qui veulent se faire signer un bouquin. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais des 100? Et en plus, c'était en octobre, donc c'était en hiver, il faisait froid dehors, on se les caillait. Et tu as 100 personnes comme ça, tu es dans la rue à Paris, ils attendent tous, tu leur signes un livre. Et je fais, mais je vais où? Et là, Fadila, elle me dit, non, mais il y a un café là-bas, tu y vas. Du coup, je ramène mes 2 quarts d'abonnés et on va au café et c'est super galère, mais finalement, tout le monde prend sa table, tout le monde prend un verre, tout le monde prend des frites. Les restos, c'est un café parisien, ils sont tout à fait désagréables. Mais les abonnés sont super, ils attendent tous. Je fais le tour des 100 personnes quasiment, je signe tout le monde, je passe 5 minutes avec chacun. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Donc voilà un peu ma première interaction avec Blackler. Ma deuxième interaction avec elle, c'était sur Twitter à l'époque de Sonia Zadig. Parce que j'expliquais que la psychanalyse est une charlatanerie. Et Blackler, je crois, elle est sortie de son personnage. Je ne sais pas pourquoi, ça l'a vachement piqué. Elle, qui d'habitude est toujours genre intellectuelle, pédante, tu vois, bien carré. Elle me sort, hein, mais pour vous, tout est charlatanerie, mon cher Ali Balbal. Tu sais, BA2LE, BA2LE. Et moi, pendant une seconde, je bug. Je me dis, c'est la vraie Blackler ou c'est quelqu'un qui a pris son compte ou... Je comprends pas, tu sais. J'ai trouvé ça un peu dénigrant. Hein. Je vous le cache pas, hein, de jouer avec mon surnom. Alors
qu'elle ne me connaît pas Ali Balbal, hein, elle me connaît sous le nom de Bilal Hussein, vu qu'elle m'a invité et qu'elle m'a reçu pendant 1h30 au Salon Roche. Mais bon, c'est pas grave de dénigrer les gens comme ça arrive, c'est la règle du jeu. Je veux dire, c'est petit, mais ça se pardonne, je veux dire. Et je suis sûr qu'elle se pardonne elle-même de m'avoir dénigré de la sorte. Mais bon, on va dire que voilà. Donc c'était ma deuxième interaction avec elle. Et ma 13e interaction avec elle, c'est aujourd'hui, on va vidéoscoper Modin Malin. Et bienvenue sur Radio Modin. Il y a quelques temps, je vous ai demandé si vous aviez des questions à poser à Florence Bergeaud-Blaclair, l'auteur notamment du livre Le Frérisme et ses réseaux, auquel j'ai consacré 2 vidéos. Et vous aviez effectivement pas mal de questions à lui poser, et moi aussi, et ses réponses sont plutôt intéressantes. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à retirer de tout ça, donc je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà? Je m'appelle Florence Bergeaud-Blaclair, je suis anthropologue, docteur en anthropologie et je suis chargée de recherche au CNRS. J'ai travaillé sur l'islam contemporain dans les sociétés démocratiques depuis environ 35 ans, ce qui fait de moi la plus ancienne chercheuse sur ce sujet. Donc j'ai sorti un livre récemment qui s'appelle Le Frérisme et ses réseaux, qui a fait pas mal de bruit en 2023 et surtout qui a conduit à ce qu'on me mette sous protection policière suite à un certain nombre de menaces. L'alerte est toujours élevée, donc je suis toujours protégée par la police nationale. J'ai obtenu aussi la protection fonctionnelle du CNRS suite à des attaques plutôt juridiques pour pouvoir me défendre et payer mes avocats. Mais en dehors de ça, il est vrai que je n'ai pas été réellement soutenue par mon employeur et par le milieu académique. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le milieu académique est très frileux sur ces sujets-là. C'est un milieu qui est plutôt marqué à gauche, où on préfère parler de l'islam en termes d'islamophobie plutôt que de l'étudier, d'étudier ses pratiques et son évolution dans nos sociétés. Donc, c'est plutôt des questions de discrimination, de racisme qui vont occuper ceux qui travaillent sur l'islam en France, alors que quand ils travaillent dans les pays musulmans, ils n'ont aucun complexe à parler des mouvements islamistes et font parfaitement la différence entre un islam traditionnel et puis l'islam politique. Est-ce que certaines de vos opinions ont évolué depuis la sortie de votre livre? Bon, pour l'instant, c'est ça l'intro. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est, elle rappelle qu'elle se sent pas en sécurité et que l'État lui a fourni une protection, et c'est tant mieux. J'espère qu'un jour, elle vivra dans la sérénité, cette dame. Livre, Le Frérisme et ses réseaux, certains semblent dire que vous vous êtes un peu durci dans certaines de vos prises de position. Alors d'abord, je ne donne pas mon opinion dans mes livres, je propose des analyses qui reposent sur un certain nombre d'années de recherche, de recherche directe sur le terrain, comme on dit, le terrain des anthropologues, mais aussi de lecture de mes collègues, de la presse, de tout ce qui se dit sur ces sujets. Donc ma réflexion, c'est le produit de cette synthèse, des choix aussi que je fais bien sûr dans mes approches. Pour moi, il faut partir des pratiques, de ce que les gens en disent, pour pouvoir reconstituer un système qui permet de comprendre ces pratiques. Donc, je ne donne pas mon opinion. Après, vous me dites, est-ce que... Alors, pour le coup, moi, je pense qu'il faut donner son opinion. Bon, est-ce que quand tu fais un travail de recherche, tu dois donner ton opinion? Peut-être qu'elle a raison. C'est-à-dire, quand je fais un travail de recherche sur les maths ou sur le cancer, tu donnes une opinion finalement, mais c'est une opinion qu'on veut neutre et pas biaisée, c'est normal. Enfin, en tout cas, on essaye. Moi, ce qui me gêne un peu, et je vais dire ça dès le début peut-être, c'est que parce que j'anticipe un peu ce qu'elle va dire. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu la vidéo. C'est qu'il y a cette notion de frérisme et de ses réseaux. Et tu sais, quand j'ai commencé à parler d'islam il y a 3 ans, en tant que non-intellectuel limité cognitivement, je comprenais ce qu'elle disait, j'étais assez fan et je l'idolâtrais un peu, je la voyais plus grande, plus grande. Aujourd'hui, je trouve que elle a surtout fait une thèse sur un truc qui est le frérisme, l'islamisme, mais qu'elle essaye, que cette thèse, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un biais professionnel, peut-être parce qu'elle est lucide sur la réalité que je ne suis pas, elle essaye beaucoup de dédouaner l'islam et d'expliquer que c'est 2 choses différentes, alors que moi, je répète sans arrêt que c'est la même chose. C'est-à-dire que le frérisme, ce qu'on appelle les frères musulmans, des gens qui veulent utiliser la politique et la dissimulation pour avoir un pouvoir islamique, un califat sur terre, c'est juste des musulmans, en fait. C'est des musulmans plus proactifs, plus motivés que d'autres musulmans. C'est pas une secte à part ou un délire à part. Ils utilisent exactement... C'est-à-dire que le canal principal qu'ils utilisent, le peuple qu'ils utilisent, c'est les musulmans. C'est-à-dire qu'un frériste va se reconnaître dans un musulman et un musulman dans un frériste. Et le frériste va utiliser le musulman comme un outil. Et il va l'utiliser de manière tout à fait naturelle et spontanée. Par exemple, quand les fréristes en Égypte ont voulu imposer le voile obligatoire, les musulmans s'y sont reconnus et les soutenaient parce qu'ils voyaient le voile comme un progrès islamique, donc un progrès vers la vente d'or. C'est une régression totale vers le Moyen-Âge. Et elle va très souvent dissocier les deux, et moi, j'arrête pas de dire, il n'y a pas d'islamisme et d'islam, il n'y a pas de frérisme et d'islam, c'est juste l'islam, et après, ça se dénote sur plein d'aspects, ça se décline sur plein d'aspects.
et j'en parle souvent, c'est en Syrie, on n'a jamais parlé de frérisme ou d'islamisme. On ne parle que d'islam et de musulmans. C'est-à-dire que c'est elle et des Occidentaux qui, pour pouvoir mettre des mots sur un phénomène qu'ils ne comprennent pas, mais qui est tout à fait bête, bête à bouffer du foin, qui est l'expansion de l'islam, parce que moi, je l'ai vécu pendant des années de ma vie, donc je sais comment c'est un monde musulman. Eh ben, ils ont mis des concepts, des termes, et aussi par peur peut-être d'amalgamer ou d'être jugé politiquement, et aussi pour donner un outil politique à des personnalités politiques. Parce que la personnalité politique, elle sait bien que si elle critique l'islam, elle va être sous le feu de tous les projecteurs. Et donc, il faut un vocabulaire qui, même dans la tête des musulmans, se dise « Ah, ça ne parle pas de moi ». Mais moi, je trouve ça être l'idiot utile de ce qu'elle appelle les fréristes, parce que les fréristes gagnent à ce qu'on dissocie l'islam d'une approche politique de l'islam. Ils y gagnent, vu que l'islam continue d'exister, de se propager, et que la finalité, c'est d'avoir le pouvoir par l'islam et de faire d'un pays un pays musulman régi par les lois de la charia. Donc, si tu occultes le fait que l'islam permet d'arriver à ça, évidemment, tu te bats contre un moulin à vent. C'est mon analyse de personne un peu limitée. C'est quoi le mot qu'elle avait utilisé déjà? Dénigrant. Est-ce que ça s'est un petit peu durci? Est-ce que mes positions se sont durcies? Je ne crois pas. Alors, ça dépend où je m'exprime. Si je m'exprime sur les réseaux sociaux, je ne propose pas d'analyse. Je réagis à un certain nombre de choses, je donne mon avis, mais généralement sur des domaines que je connais, en particulier celui-là. Si on a l'impression que ce sont des prises de position un peu dures, c'est parce que on ne prend pas en compte l'arène, le lieu où je m'exprime. Si vous prenez mes travaux universitaires, ce n'est pas du tout le même ton, ni les mêmes intentions que sur les réseaux sociaux où je m'exprime. Pourquoi est-ce que Et du coup, j'avais lu Le marché du halal, j'avais feuilleté, donc je ne l'ai pas lu en entier, donc excusez-moi pour ça. J'ai eu du mal à le lire, peut-être parce que je ne suis pas un universitaire très intelligent. C'est-à-dire, si je dois comparer, j'ai beaucoup plus aimé l'essai de Fergan al-Zihari, à l'islam contre la modernité, que j'ai quasiment fini d'annoter. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement. Il est là, dans ma pile de livres que je lis. Et voilà, c'est laborieux. Et on sent que c'est fait pour quelqu'un qui cherche un universitaire qui cherche à mettre des mots carrés sur un truc carré, mais c'est chiant, je veux dire. Je préférais lire un cours de maths, voilà. mais ça, c'est ma personnalité. Ça ne veut pas dire que son livre est mauvais. Je pense qu'il est bien sourcé, bien travaillé. Mais ça m'excite pas. Et surtout, moi, en tant qu'ex-musulman qui ai vécu au Moyen-Orient, ça m'apprend rien que je n'ai pas intuitivement compris. Voilà. Mais ça reste un bon outil, un bon travail de recherche. Je ne peux pas lui reprocher sa rigueur dans cet ouvrage. je m'exprime sur les réseaux sociaux? Eh bien, parce que je pense que c'est un sujet qui doit aujourd'hui ne pas se limiter aux chercheurs, aux experts, éventuellement à certains journalistes spécialisés, que tout cela doit être rendu public. Après tout, je suis fonctionnaire du CNRS. Alors pour le coup, je suis d'accord, la critique de l'islam, la laïcité et la critique de religion doit être appropriée par tout le monde. Par tout le monde, voilà. Je suis donc payé par le contribuable et je lui dois, d'une certaine manière, la restitution de mes travaux. D'une manière générale, je pense qu'on peut affirmer sans prendre trop de risques que c'est quand même plutôt le côté droit du spectre politique qui a tendance à vous relayer. D'un point de vue politique, vous vous situez comment? Alors, il est vrai que c'est plutôt le côté droit du spectre politique qui relaie mes travaux. Mais bon, je n'ai pas de contrôle sur les usages qu'on peut faire de ce que j'écris, de ce que je dis. C'est un fait. C'est un fait qui reflète une réalité. La réalité, c'est que les analyses qui portent sur l'islam sont des analyses qui mettent en évidence un projet politique théocratique, alternative à la démocratie. L'islamisme, que je ne confonds pas avec l'islam, mais peut-être on y reviendra, pour moi, c'est un système d'action. Ah bah du coup, j'aimerais bien qu'à un moment, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu la vidéo, est-ce qu'à un moment elle explique pourquoi elle ne confond pas l'islam et l'islamisme? Et est-ce qu'elle définit les deux? Parce que moi je les confonds, hein. Je ne sais pas pourquoi on a inventé ce délire. C'est-à-dire que c'est un projet donc porté par les frères musulmans initialement depuis à peu près un siècle, un projet qui est destiné donc à tuer les démocraties, à les remplacer par des théocraties sous le règne de Dieu des musulmans et donc de la charia. Donc évidemment, c'est cette dénonciation d'un... Oui, bah du coup, le fait de remplacer par la théocratie d'Allah, le Dieu de la charia, c'est l'islam. Vraiment, j'ai beau chercher avec mes deux de QI, là, je ne comprends pas. Me dire, en Syrie, on avait la charia, peut-être on l'a toujours, ça fait longtemps que je ne suis pas allé en Syrie, bah, c'est l'islam. En Arabie Saoudite, on a la charia, c'est l'islam. En Jordanie, tu as la charia, c'est l'islam. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, tu as la charia, c'est l'islam. C'est pas ma faute. Et il n'y a aucun qui dit c'est une démocratie islamique. Enfin, à part la République islamique d'Iran, là, qui s'appelait la République, mais même ça, c'est la charia, c'est l'islam. On ne dit pas c'est les islamistes au pouvoir, c'est des musulmans. Et il y a même un genre d'aphrodisiaque au fait que, voilà, là, on a un vrai chef musulman, un dictateur puissant comme le prophète,
qui représente Allah sur terre, sa volonté, ils pensent à notre place. Donc ça, vraiment, je ne comprends pas. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que je suis limité intellectuellement, contrairement aux universitaires. Un mouvement subversif qui rend très très frileuse la gauche, qui arrange d'une certaine manière la droite, prompte à montrer que les idéologies révolutionnaires sont toxiques, sont néfastes, mais quand je parle et que j'analyse la révolution islamiste, évidemment la gauche, qui a d'une certaine manière beaucoup contribué à son extension, est un peu gênée et donc préfère qu'on ne parle pas de ces sujets-là et qu'on ne parle pas de sa compromission aussi avec les mouvements islamistes qui datent pas d'hier. L'islamo-gauchisme, c'est une affaire qui a plus de 40 ans. Vous me demandez d'un point de vue politique comment je me situe. Je dirais que la question politique, c'est deux choses. C'est d'abord, je travaille sur un objet qui, comme je vous l'ai dit, intéresse davantage à la droite que la gauche, et je l'expliquais. Mais moi, à titre de citoyenne, j'ai mes opinions politiques qui ne sont pas forcément alignées sur mon travail, mais qui, bien sûr, mon travail influence ma façon de voir les choses et donc mon positionnement politique. Et ça, je ne vais pas vous en parler parce que c'est personnel, de la même manière que quand on vote dans un espace clos, eh bien, je n'ai pas à faire connaître mes opinions politiques. Non, je dirais oui ou non. Je lui donne raison à 90%, c'est-à-dire que c'est tout à fait son droit et qu'elle n'a pas du tout à le dire et qu'elle... Ouais, on ne peut pas lui reprocher de pas le dire. Je dirais oui parce que tes positions politiques, quand même, c'est un objet politique dont tu parles. Et du coup, tes positions politiques peuvent nous permettre de savoir si tu as un conflit d'intérêt ou pas. Mais c'est vraiment du 10% du chipotage. Mais moi, je pense que je les donne, mes positions politiques, et je suis assez clair et transparent. À chaque fois que tu me donnes un sujet ou un avis, je peux l'analyser, tu vois, et le dire ouvertement. Elle veut pas, et on ne peut pas lui reprocher ça. Je vote en général, mais pas toujours. Il y a des votes qui ne me semblent pas décisifs ou en tout cas qui ne permettent pas de décider. Donc, dans ce cas-là, je ne vote pas, mais en général, je vote. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, ou disons plutôt que j'ai un désaccord avec vous là-dessus, c'est que vous parlez toujours de faire la différence entre islam et islamisme, comme si l'islamisme était une version plus radicale de l'islam. Or, il me semble que le degré voilà, donc ça doit être la partie intéressante. d'appartenance à l'islam peut effectivement se placer sur un spectre. Mais ce spectre, c'est toujours l'islam. D'où ma grande difficulté à faire une différence entre islam et islamisme. Je ne considère pas que l'islamisme soit une version radicale de l'islam. Je reprends souvent l'expression de Rémi Bra qui dit l'islamisme est un islam, mais n'est pas tout l'islam. Et je rajoute, pour moi, l'islamisme, et quand je traite des frères musulmans, c'est un système d'action. C'est-à-dire, c'est une vision systémique de l'islam. Quand vous rentrez dans l'islam, eh bien, vous devez obéir à toutes ces règles. Et ces règles forment un système de sorte qu'une règle en amène une autre. Par exemple, la question du halal, c'est la question de la pureté. Ça renvoie au hijab, la pureté aussi de la femme. Donc, tout cela forme un système. Et dans le système d'action, il y a aussi action. C'est-à-dire le fait de mettre en marche un grand mouvement islamique pour accomplir ce que le prophète a demandé, selon Dieu, donc que l'islam soit la religion de la planète, la seule et unique. Là, j'avoue que je comprends rien à ce qu'elle dit. Mais le voile, c'est pas l'islamisme, c'est l'islam. Le halal, c'est pas l'islamisme, c'est l'islam. Le prophète, son pouvoir, son royaume, c'est... Vraiment, je comprends pas son délire. C'est-à-dire qu'elle reprend exactement ce que c'est l'islam, elle le met dans la boîte islamisme, et du coup, ça crée l'illusion que tout ça ne fait pas partie de l'islam. Mais c'est exactement l'islam, tu vois. Tu as l'illusion qu'il y a deux trucs différents. L'islam et l'islamisme. Et elle met dans l'islamisme le voile, le halal, les conquêtes. Et du coup, ça sous-entend, le voile, le halal, les conquêtes, c'est quelque chose d'autre que l'islam. L'islam, c'est pas ça. Mais ça n'a aucun sens. Au contraire, c'est être l'idiot utile de ceux qui veulent appliquer l'islam. Parce que l'islam, c'est tout ce qu'elle met dans l'islamisme. Vraiment, je ne comprends pas. Unique religion. Pour les musulmans, l'islam est la meilleure des religions parce que c'est marqué dans le Coran. Il n'y a pas de relativisme en islam. C'est une religion universelle, universaliste, qui s'impose par la loi. Et donc, l'islamisme, c'est le système d'action qui va permettre l'extension de l'islam dans sa version la plus puriste, la plus littéraliste. Ça, c'est immonde et c'est dégueulasse et c'est pas du niveau d'une intellectuelle. C'est que, là, en vrai, ça me montre à quel point elle a aucune notion de ce que c'est l'islam appliqué. Elle n'a pas vécu 6 mois, 1 an en immersion dans une famille pauvre au Maroc, en Syrie, en Arabie Saoudite. Elle n'a aucune notion, en fait, de la réalité. Elle n'a aucune notion de ce que c'est être une petite fille de 12 ans qui commence à se voiler tous les jours. En fait, elle est totalement... Ouais, c'est bon, elle est totalement déconnectée. Et c'est pour ça qu'elle utilise ces phrases-là. Le système d'action qui va permettre l'extension de l'islam dans sa version la plus puriste, la plus littéraliste, la plus dogmatique. Vous dites ? Mais il n'y a pas un seul pays musulman au monde où ils ne sont pas littéralistes, puristes et dogmatiques. L'islam est puriste, littéraliste et dogmatique. L'islam l'est. La preuve que l'islam est puriste, dogmatique et littéraliste, c'est que il coupe les zizi de tous les garçons. Tous les garçons sont circoncis. Le porc, c'est haram. L'alcool, c'est haram. C'est puriste et littéraliste. Le voile, c'est obligatoire. L'excision, fortement recommandée. Tout ça, c'est puriste et littéraliste. L'appel à la prière, tous les pays musulmans, ils ont un appel à la prière qui casse les couilles 5 fois par jour, du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'elle est devant le fait accompli que l'islam est puriste et littéraliste partout où il est sur terre,
Elle n'arrive quand même pas à faire le constat amer. Je trouve que c'est grave, parce que la meuf, elle est quand même sous protection policière, et elle n'arrive quand même pas à voir le problème en face. Genre, c'est pas Joel Clodo, tu vois, elle est quand même concernée par l'islam. Et malgré ça, j'ai l'impression qu'elle essaye de défendre sémantiquement cette idéologie qui peut mener à ce qu'elle se fasse abattre dans la rue, et c'est pour ça qu'elle a une protection policière, genre. Enfin bon, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis juste là pour dénigrer, je suis juste bon à dénigrer. Il me semble que le degré d'appartenance à l'islam peut effectivement se placer sur un spectre, mais ce spectre, c'est toujours l'islam. Je ne suis pas en désaccord avec ça, je crois que c'est clair. Maintenant, je fais la différence entre l'islam comme religion, qui a su parfois se mélanger aux cultures locales, et chaque fois d'ailleurs que l'islamisme est apparu, c'était pour le déculturer, cet islam local. Donc c'est pour ça qu'il y a... Non mais, pourquoi, mettons qu'elle a raison, mettons que l'islam en tant que religion a s'assimilé aux cultures locales. Déjà, c'est pas vrai, j'ai aucun exemple de ça, aucun. Mais mettons que c'est le cas. Pourquoi, partout où l'islam a su s'acculturer et se mélanger aux cultures locales, 100% des cas, ça finit dans ce qu'elle appelle l'islamisme, à savoir un État autoritaire qui applique la charia. Et même si ça finit pas, mettons, pourquoi ça l'attire? Peut-être parce que ce qu'elle appelle islamisme, c'est le fruit même de l'islam quand il a mûri. C'est triste en fait d'avoir cette... Encore une fois, c'est une cécité militante, c'est-à-dire que l'islam a pourri les 53 à 57 pays à majorité musulmane sur Terre. Elle est qu'encore là à espérer qu'il y ait un islam modéré qui se mélange, qui s'adapte, qui s'intègre. Ben non. Nommez-moi tous les pays musulmans sur Terre que vous voulez, je peux vous prouver à quel point il est pourri par l'islam. Je peux le prouver avec le corps des gens, je peux vous prouver avec le bien-être des gens, je peux vous prouver avec la liberté, la dignité des gens. Il n'y a pas de pays musulman où les êtres humains sont respectés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous les pays musulmans sont des dictatures débiles où seul l'argent fait loi et la violence. À un moment, il faut respecter les humains et se rendre compte qu'ils ne méritent pas qu'on fasse ce genre de dérapage sémantique qui ne leur rend pas service et qui rend service à personne. Comment vous voulez régler le problème si vous ne savez pas le nommer? Alors, je sais que je suis un peu limité dans mon dénigrement, mais je pense que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Pour moi, une différence, il y a un islam avec toutes ses variations, et il y a un islamisme qui est cette espèce de mouvement cyclique qui veut qu'on revienne à la pureté Et c'est ça qui est problématique, c'est que elle me parle d'un islam avec toutes ses variations, mais toutes les variations de l'islam sont des dictatures sanglantes. Vraiment, je veux dire, un peu de respect pour nos amis sénégalais qui souffrent de l'islam. J'ai des Sénégalais qui viennent témoigner chez moi qui disent je me fais buter si je dis que je suis apostat. Avec toutes ces variations, les Malaisiens, les Malaisiennes, 90% des Malaisiennes musulmanes sont excisées. Un peu de variation, les Iraniens. Les Iraniens se font pendre et violer dans des prisons de la République islamique. Avec ces variations, les Syriens. Les Syriens, tu prends ta fille, tu l'enterres dans le désert, il ne se passe rien parce qu'elle a fait déshonneur à la famille. Et que dans l'islam, un enfant est la propriété du père qui peut en faire ce qu'il veut. Et le droit islamique est très clair, pas de conséquences pour le meurtre de son enfant. Les Mauritaniens, l'islam et ses variations, les Mauritaniens, l'esclavage est encore pratiqué en 2026 aujourd'hui, comme la Libye d'ailleurs. Elle me parle de l'islam avec toutes ses variations, mais toutes les variations de l'islam pourrissent la vie des êtres humains et portent atteinte à leur dignité. J'espère qu'elle peut ouvrir les yeux là-dessus. Ça se voit qu'elle est dans une tour d'ivoire et qu'elle n'a pas la perspective de la portée de ses propos, en fait, qui sont extrêmement dégradants et humiliants pour les victimes de l'islam partout sur Terre. de l'islam. Et là, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, et en particulier dans les populations qui sont nées en Occident et qui ont été à l'école de la... C'est-à-dire que si moi, je voulais prendre le pouvoir par l'islam, je tiendrais exactement le même discours. Il y a l'islam dans toutes ses variations, et puis il y a l'islamisme, c'est les terreaux, c'est pas comme nous. Mais vous savez qui parle comme ça? La dictature algérienne. La dictature algérienne qui massacre son peuple, qui enferme son peuple, qui torture son peuple. Qui parle comme ça? La dictature marocaine, la dictature saoud. Ils parlent tous comme ça à un moment. Quand ton discours, c'est le même que ces fachos, il faut prendre du recul un peu. Mais je comprends pourquoi elle en arrive à ces conclusions. C'est parce que je pense, en tout dénigrement, que c'est quelqu'un de très intelligent et que du coup, ce sont les limites de la théorie. Elle atteint les limites de la théorie. En théorie, tout ce qu'elle dit est extrêmement rationnel et logique et les briques, ça s'imbrique en fait. Mais il lui manque toute la couche de réalité qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'elle est persuadée d'avoir raison dans son délire.
la République en France, qui ont appris que la vérité se trouve dans les livres, eh bien, ce rapport à l'écrit, ce rapport à la vérité, il s'est transposé d'une certaine manière à l'islam et a favorisé, je pense, une lecture littéraliste et fondamentaliste. Et ça, c'est immonde, vraiment, c'est immonde. C'est-à-dire que ce délire de lecture littéraliste et fondamentaliste, mais tous les êtres humains savent lire, bordel de merde. C'est immonde ce qu'elle dit. C'est-à-dire que il n'y a pas de lecture littéraliste, il n'y a que des lectures. Elle prend les gens pour des cons pour dire non, mais vous n'êtes pas assez. C'est exactement les imams, ils prennent les gens pour des cons. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas la science pour comprendre l'interprétation de la lecture. Genre, c'est vraiment le truc, lecture littéraliste, il n'y a pas un seul sujet sur Terre où les gens ils te reprochent d'avoir une lecture littéraliste. Est-ce qu'on te reproche d'avoir une lecture littéraliste du sujet de l'énergie nucléaire ou de la dette française ou, je ne sais pas, de l'immigration ou des pesticides dans les agricultures et dans les champs, ou de l'accès au sport pour les enfants, ou de l'épidémie d'obésité. Il n'y a pas de sujet de société dont on parle en lecture littéraliste ou pas. C'est la pire excuse, l'excuse de flemme intellectuelle la plus minable, que de prétendre que les gens, ils sont trop cons, ils n'arrivent qu'à faire une lecture littéraliste, alors que s'ils s'éveillaient un peu et s'ils avaient été un peu plus intelligents, ils arriveraient à faire une lecture spirituelle, tu vois. Les gens qui font une lecture spirituelle, ils coupent quand même des bites et des chattes. Eh ouais, l'excision et la circoncision, ils font une lecture spirituelle. Ils font une lecture spirituelle, mais haram l'alcool, haram le porc et haram de montrer les poils de sa tête. C'est du foutage de gueule absolu. Et là, on voit à quel point elle est, sans s'en rendre compte, elle est totalement sous emprise d'un discours, justement, d'autorité religieuse. C'est-à-dire qu'une autorité religieuse va parler exactement comme ça pour faire taire toute critique. Parce que si vraiment il y a une lecture littéraliste, donne-moi la lecture non littéraliste. Donne-moi un exemple. Parce que j'imagine, moi j'aurais dit ça, si je serais moi là, Attends. Prends-moi 10 lectures littéralistes erronées et donne-moi 10 lectures pas littéralistes pour que je comprenne. Fais l'exercice, puisque tu as compris c'est quoi une lecture littéraliste ou pas. Vraiment, ce foutage de gueule, je le déteste. C'est insupportable de penser que les gens ils sont trop cons pour savoir lire. C'est incroyable. Et là, ça se voit, elle est totalement sous cette emprise, sans même se rendre compte. C'est comme quand je parle d'Israël. Tu sais, je parlais avec un mec hier, je lui ai dit, non, mais tu sais, l'Algérie, tous les problèmes de l'Algérie, c'est la faute d'Israël. Et le mec, il me répond, il est ni arabe, ni algérien, ni musulman, ni ex-musulman, rien du tout. Il me répond, non, mais s'il n'y a pas d'hôpitaux en Palestine, c'est quand même un peu la faute d'Israël. Vous voyez comment il est totalement sous emprise. C'est-à-dire que je lui parle du malheur en Algérie, de pourquoi les hôpitaux en Algérie sont tellement nuls que les mafieux algériens ils vont se faire soigner systématiquement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Et il arrive quand même à me dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Palestine parce que c'est la faute d'Israël. Et moi, je suis en train d'expliquer que Tebboune en Algérie n'a pas investi dans l'infrastructure de santé alors qu'Israël n'est pas en Algérie. Et qu'il va se faire soigner en Europe parce qu'il n'a pas confiance dans son propre pays qu'il a lui-même pourri et volé. Et donc, elle est sous le même genre de charme. Voilà, c'est mais il y a une lecture littéraliste, nanani, nanana. De cette religion qui est très détaillée. On vous explique ce que vous devez faire chaque jour et comment le faire. Il y a la littérature qui domine aujourd'hui pour les jeunes musulmans, c'est une littérature. Oui, c'est ça qui est con, c'est que si on t'explique pas comment faire, tu peux pas faire. D'ailleurs que comment faire la prière, c'est très détaillé. Parce qu'il n'y a pas deux manières de faire la prière, du coup on t'explique. On te met le pied comme ça, les doigts comme ça, les fesses comme ça. D'ailleurs, c'est assez drôle, c'est assez drôlement décrit dans le livre de Majid Doukacha que j'ai fini de lire, ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman, son dernier petit livre, très sympa. Oui, comment tu veux faire le ramadan si on ne te détaille pas comment faire le ramadan? Genre vraiment, elle réfléchit pas quand elle parle à ça parce que c'est des automatismes. Elle l'a dans sa tête, elle croit comprendre, mais encore une fois, elle est en théoristant, elle n'a aucune sens de la réalité du truc. Oui, tu fais tes ablutions. Il n'y a qu'une manière de faire des ablutions, de foutre la flotte dans le nez et dans tes pieds parce que tu as pété. Une littérature salafi très très explicite qui vous explique que Dieu vous regarde tout le temps, penser, agir, et que surtout, si vous voulez aller au paradis, il va falloir faire des bonnes actions. Et encore une fois, tout le problème est là, c'est qu'elle occulte le problème. C'est pas une littérature salafiste très explicite, c'est une littérature très explicite. J'ai jamais vu de ma vie une littérature musulmane pas explicite. Donc elle est en train de dire, regardez, toute la littérature qui est explicite, c'est du salafisme. Et du coup, ça occulte le fait que c'est exactement comme ça pour être musulman.
Vraiment, elle cache le fond du problème, en fait, en décalant tout sur des extrémistes, alors que c'est la norme, c'est la norme. Tout le monde est comme ça en Arabie Saoudite. Tout le monde est comme ça en Jordanie, genre, c'est incroyable. Meilleure action possible étant celle de la diffusion de l'islam et de l'imposition de la charia. Vous aviez posté un jour sur X qu'il était hypocrite de dire qu'on rejette l'islam sans rejeter les musulmans. Ce à quoi je vous avais répondu, on pouvait très bien détester le cancer sans détester les cancéreux. Ma question est donc la suivante, faut-il considérer les musulmans comme des victimes de l'islam? Ce que vous dites est un peu biaisé puisque tout le monde déteste le cancer. C'est exactement, et vous savez quoi? C'est exactement quand j'ai prononcé cette phrase qu'elle a dit que j'étais marxiste. Je m'en souviens maintenant. J'ai dit un truc du genre, les musulmans sont à la fois victimes et bourreaux de l'islam, c'est à eux de s'en émanciper et de chercher à aimer leurs droits et leur liberté plus que la soumission et l'oppression. Vraiment un truc dans ce genre. J'ai fait une phrase comme ça. J'ai encore le rec, mais je ne vais pas regarder, je m'en fous. Et c'est à ce moment qu'elle dit, mais ça m'a l'air un peu marxiste tout ça. Et maintenant, ça me revient. Ça m'est revenu là en écoutant. Là, la question ne se pose pas, donc on ne va pas détester les cancéreux. Par contre, vous pouvez faire une autre analogie, c'est de dire on rejetterait l'homosexualité, mais pas les homosexuels. Là, Voilà. Bon, les deux ont tort pour des mauvaises raisons, les deux. L'homosexualité est une identité. Tu es homosexuel. Et être homosexuel n'est pas être musulman. Tu peux arrêter d'être musulman, tu peux détester l'islam, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par contre, c'est haineux de détester un homosexuel, ou voir l'homosexualité. Il n'y a aucune bonne raison de ça. Il n'y a aucune bonne raison de ça. L'islam, tu peux t'en émanciper, tu peux en sortir. L'homosexuel ne peut pas sortir de l'homosexualité. Celui qui quitte l'islam est accusé et puni de mort. Celui qui est homosexuel n'est pas puni de mort par les autres homosexuels. Genre, le parallèle est nul, vraiment nul. Le parallèle du cancer, moi, je l'aime plus parce que moi, je dis souvent la notion de parasite. C'est-à-dire que je le dis souvent, les musulmans sont victimes et bourreaux. Ce n'est pas pour autant qu'il faut détester les musulmans. Et d'ailleurs, j'invite à ne pas détester les musulmans parce que très souvent, ils sont victimes et bourreaux, et souvent plus victimes que bourreaux. Ils deviennent vraiment bourreaux quand tout le système est construit autour de ça, est bâti autour de ça, parce que tu deviens bourreau souvent par non-assistance à personne en danger. Toi, tu ne vas pas te taper des gamines ou être polygame, mais le voisin qui se tape des gamines et est polygame, tu ne vas rien faire. C'est dans ce sens que tu deviens bourreau. Tu deviens totalement passif face à toute forme d'injustice, et toi-même, tu vas commencer à faire des injustices. Ta femme te casse les couilles, tu la bats, c'est pas grave, tout le monde le fait, de toute façon, j'ai le droit, elle m'a dit que je pouvais. Donc, il y a de ça. Moi, j'utilise souvent la notion de parasite. C'est un parasite qui te bouffe une partie du cerveau et qui se met à sa place. Mais ça s'applique à toutes les religions. Et le parasite de l'islam est extrêmement vicieux et extrêmement contagieux. Je pense que les deux, ils commettent comme une erreur parce que tu n'as aucune raison de détester les musulmans. Mais en général, c'est des êtres humains. Et souvent, le fait que tu détestes les musulmans, c'est que tu penses que leur première caractéristique, c'est d'être des musulmans. Et tu as le droit de penser comme ça. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que la première caractéristique d'être un musulman, c'est pas d'être musulman, c'est d'être humain. Et du coup, de ne pas les bloquer dans ce monde où ils ne peuvent être que musulmans. Tu as le droit de t'émanciper de l'islam, tu as la liberté de t'émanciper de l'islam, et quiconque te fait croire le contraire est un ennemi. Moi, c'est ça que je dis aux musulmans. Ta première identité, c'est pas musulman, c'est un mensonge, c'est une illusion qu'on t'a endoctriné depuis l'enfance pour que tu deviennes un mouton servile. Et donc, il n'y a aucun intérêt à haïr les musulmans. Mon objectif, c'est que les musulmans quittent l'islam. Est-ce que si tu dis à quelqu'un « je te hais », est-ce qu'il va quitter l'islam? Vous voyez, moi, ce que je cherche, c'est la méthode qui marche. Qu'est-ce qui pourrait donner envie à un musulman d'aimer ses droits et ses libertés et de détester qu'on retire des droits et des libertés aux autres? Ce n'est pas le fait que je lui dise « je te hais ». Ou ce n'est pas le fait que je lui dise « t'as un cancer ». Ou ce n'est pas le fait que je lui dise « t'es comme un homo ». Ça, c'est vraiment, ces exemples n'ont aucun sens. C'est pour ça que je remets les choses en perspective comme ça. Pour que le musulman s'émancipe, la première chose, c'est qu'il se rende compte qu'on porte atteinte à son intégrité, à sa dignité. Et j'espère que les musulmans s'émanciperont parce qu'en tant que marxiste, je rêve que l'humanité tout entière soit émancipée. Là, vous voyez bien que ça n'est pas tenable. Vous ne pouvez pas rejeter l'homosexualité sans évidemment rejeter d'une certaine manière les homosexuels. Ensuite, vous demandez, et je ne vois pas trop le rapport, en fait, est-ce qu'il faut considérer les musulmans comme des victimes de l'islam? Les musulmans peuvent être, à un moment donné, des victimes de ceux qui ont le pouvoir et qui se manifestent, qui s'expriment au nom de l'islam. Non, c'est pas vrai. Ils sont même victimes de l'islam. Eux-mêmes sont victimes des gens qui ont le pouvoir et tout le monde a le pouvoir. C'est-à-dire que le gourou dans l'islam, c'est aussi ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père, ta tante. Par exemple, la femme, je vais vous donner un exemple, la femme ou l'homme.
qui a des hormones, voilà, ça bouge quand tu as 14, 15, 16 ans, tu as envie de baiser, que tu le veuilles ou pas. Peu importe que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois athée, que tu sois chinois, mexicain, qu'est-ce que tu veux. Eh ben, l'être humain qui vit dans une société saine, il va commencer à se rapprocher des filles, on va lui donner une éducation sexuelle, une éducation à la protection pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas avoir des MST. Ben, le gamin ou la gamine qui est dans un monde musulman, la seule manière de satisfaire ce besoin pressant, qui est naturel, avoir envie de faire l'amour, envie d'aimer, découvrir son corps, ben, c'est de se marier. Donc, nécessairement, tu es victime parce que tu ne peux pas satisfaire un besoin naturel d'une autre manière qu'en t'engageant à vie et de manière monétaire avec une personne que tu n'as jamais fréquentée très souvent. Donc, de toute façon, tu es victime. Quand on te coupe la bite alors que tu n'as rien demandé, tu es victime. Quand on te coupe la chatte et que tu n'as rien demandé, tu es victime. Quand on te réveille de force tous les jours à 4 heures du matin, puis l'appel de la prière de 10 minutes qui se passe à midi, puis à 15 heures, puis à 20 heures, puis à 22h30. Ensuite, après 22h30, bah, tu vas fermer les yeux doucement, t'en peux plus, 23 heures, tu te réveilles à 5 heures du matin. Et tu recommences, tu fais une boucle comme ça toute ta vie. T'es une victime, tu le veuilles ou pas. Et tu deviens bourreau, parce que tu vas aller réveiller les gens à 4 heures du matin, parce que tu vas pas être le seul qui se réveille. On t'a coupé la bite, bah pourquoi je couperais pas la bite de ma fille, de mon fils? Tu vois, j'ai été obligé de me marier pour baiser. Si mon fils il baise ou s'il est homo, il n'a pas le droit. Je vais le taper, je vais l'ostratiser, je vais l'envoyer en prison. Parfois, je vais le buter. Donc, ils sont victimes et bourreaux. Et c'est tout le système qui facilite ça. Et encore une fois, je pense qu'elle est totalement déconnectée de la réalité. Peut arriver. Il y a plusieurs façons d'être musulman. Il y a certes un islam, mais il y a toujours plusieurs interprétations de l'islam. Et il n'existe pas d'islam en dehors de l'interprétation humaine. Sinon, ce serait de considérer, comme les croyants eux-mêmes, que l'islam est divin. Or, on ne peut pas adopter cette position si on est un minimum critique. Que pensez-vous du mouvement des apostats et suivez-vous certains d'entre eux? Et par extension, qui regardez-vous sur YouTube? Alors, le mouvement des apostats, bah je pense que c'est là où il y a l'extrait qu'on m'a envoyé. C'est pour ça que je vidéose comme ça d'ailleurs. pour moi, se divise en deux. Il y a d'abord les ex-musulmans. Alors moi, je vous dis, j'ai écouté que les 10 secondes là, que je vous montrerai après, mais il y a deux types d'apostats, ok? Le bon et le mauvais. Ça y est, j'ai déjà vu la fin, ça y est, j'ai... Bon, on va écouter, peut-être qu'elle a raison. Hein. Ah, elle est trop forte. C'est ça le niveau du CNRS. Musulmans. Et il y a ensuite les apostats. Alors, quelle est la différence? Les ex-musulmans sont ceux qui... Attends, quoi? Il y a les ex-musulmans et les Attends, quoi? divisent en deux. Il y a d'abord les ex-musulmans et il y a ensuite les apostats. Alors, quelle est... Hein? Non, mais j'ai pas compris la phrase. Alors, le mouvement des apostats, pour moi, se divise en deux. Il y a d'abord les ex-musulmans et il y a ensuite les apostats. Alors, Non, mais elle a peut-être fait un lapsus, non? Je vais écouter la suite. Il y a les ex-musulmans et les apostats? Non, mais elle a dû faire un lapsus, je vais écouter la suite. quelle est la différence? Les ex-musulmans sont ceux Ah, elle va nous dire la différence. qui sont sortis de l'islam et qui témoignent généralement de leur parcours, souvent douloureux, puisque c'est une religion qui accepte facilement les nouveaux venus, mais qui est très, très réfractaire à ce qu'on en sorte. Et ça veut dire que quelqu'un qui veut sortir de l'islam devra apostasier, et ce qui peut être évidemment très, très mal vu dans la communauté. Donc, les ex-musulmans, c'est ceux qui quittent l'islam et qui témoignent de leur parcours souvent très douloureux. Ok, donc moi et 99% des témoignages que j'ai sur ma chaîne. Ok. Et au point parfois de sanctionner à mort. Il y a de très nombreux pays musulmans où il est interdit de sortir de l'islam, alors plus ou moins puni, ça va, mais comme je disais, ça va jusqu'à la mort. Donc les ex-musulmans se sont... Et c'est ça, elle n'arrive pas à faire le raisonnement. Il y a de très nombreux musulmans, de pays musulmans où sortir de l'islam c'est la peine de mort. Elle n'arrive pas à comprendre c'est l'islam. C'est pas l'islamisme. Elle a tous les éléments du puzzle, mais elle n'arrive pas à les imbriquer. Tu sais, j'ai l'impression de voir les puzzles là, dans Garfield où John, il a le triangle, le rond et le carré, les trucs pour gamins. Il n'y arrive pas. Bah meuf, t'as un QI comme ça, t'arrives pas à regarder ce qui est devant tes yeux. sont des gens qui sortent de leur religion et qui témoignent de leur parcours pour aider les autres s'ils en ont besoin, mais qui, contrairement à la deuxième catégorie, des apostats, leur témoignage ne vise pas à faire en sorte que tout le monde sorte de l'islam et que cette religion soit abolie. Donc, mais c'est complètement con comme définition. Non, mais je veux bien qu'elle fasse ces deux catégories, mais ex-musulman et apostat, c'est la même chose. Donc, je veux bien qu'elle fasse la différence entre celui qui témoigne son apostasie pour accompagner les autres et celui qui milite. Mais c'est ex-musulman et apostat, c'est le même mot. Pourquoi ils utilisent tout?
Non, mais c'est moi, je dois pas avoir le niveau intellectuel académique. Ces apostats-là, qui travaillent justement à montrer les incohérences de la religion, sont plutôt dans cette seconde perspective. Mais l'ex-musulman qui a quitté l'islam, c'est souvent parce qu'il a souffert et qu'il y a des incohérences. Et donc, celui qui montre les incohérences et qui accompagne ceux qui ont souffert, c'est l'ex-musulman. Mais pourquoi il fait la catégorie en plus? Attends, je vais voir. C'est pour dire Majid, c'est ça et moi, c'est ça? De vouloir que les autres musulmans donc, sortent de l'islam et que, d'une certaine manière, l'islam n'existait plus. Mais vous avez aussi chez les apostats. Ah, et du coup, là, c'est regrettable qu'elles ne prennent pas position, parce que moi, je suis pour que l'islam n'existe plus. C'est-à-dire, islam, c'est-à-dire soumission, ça vient d'islam, l'arabe que je parle. Et j'avais envoyé un fion, d'ailleurs, pendant mon stand-up à Paris, pour soutenir Berjo Blaclair, parce qu'à l'époque, il y avait eu un délire sur quoi elle ne parle pas l'arabe ou je ne sais pas quoi. Et ben, j'avais fait une blague comme quoi les savants de l'islam eux-mêmes ne parlaient pas arabe, et du coup, ils rapportaient les hadiths et tout, en soutien à elle. C'est pour ça que j'envoie un fion, là, je dis je parle arabe. Donc, l'islam, ça vient d'islam, soumission. Et je pense, vu que je veux l'émancipation des peuples, que je ne veux pas de la soumission comme une vertu. Donc je veux le bien-être des gens. Et l'islam s'oppose au bien-être des gens. L'islam, par définition, s'oppose à la liberté. La soumission, c'est l'opposé de la liberté. S'oppose au droit et à la dignité des individus. Et vraiment, je peux citer 50 règles de l'islam qui s'opposent au droit, aux libertés, à la dignité des gens. Donc je veux plus d'islam parce que littéralement, je veux des droits, de la liberté et de la dignité pour tout le monde. Donc j'espère qu'elle pense pareil et qu'elle aussi, elle veut plus d'islam. C'est dommage qu'elle prenne pas position sur un truc aussi important pour le respect des individus. Apostats, donc dans ce deuxième groupe, deux façons d'agir. Vous avez la façon assez pédagogique de Majidou Pacha, qui explique... Ah, je croyais qu'elle allait parler de moi. Majidou Kacha a très bon apostat d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner. Il était là avant moi. Il fait du très bon travail. On a fait plusieurs vidéos ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à chercher sur ma chaîne. Et maintenant, je l'apprécie beaucoup. On est en contact. On commence à collaborer sur des trucs. C'est vraiment un chic type. Explique ces incohérences-là, preuve à l'appui de très longs discours. C'est un des plus anciens d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est l'un des plus courageux aussi, puisque vraiment il se donne beaucoup de mal et de peine pour vraiment... Ah bah c'est gentil. Non, parce que... ah ouais, là je suis obligé d'envoyer un fion parce que elle dit qu'il est très courageux, mais celle qui avait un garde du corps personnel à ma conférence, c'était pas moi. Je salue le courage de cette dame qui sait reconnaître le courage chez les autres quand il ressemble au courage chez elle. Aller là où ça fait le plus mal en fait, chez les croyants, là où c'est le plus incohérent. C'est un homme courageux, c'est un homme très précis, très rigoureux. Ses livres sont, de ce point de vue, très intéressants. Il a aussi, d'une certaine manière, une approche salafiste de l'apostasie en islam. C'est-à-dire que... Oh là là, ça fait 2 minutes. Merde. Il faut que quelqu'un monte avec moi là pour me dire pour le son. Je sais pas pourquoi des fois le micro il se ferme. Vraiment, il se donne beaucoup. Mais aussi chez les apostats, donc dans ce deuxième groupe, deux façons d'agir. Vous avez... Est-ce que vous l'avez entendu là, les deux façons d'agir? Et Majid ou Kacha. Ok, donc c'est après Majid le courageux. Ok. Ça va, Poutra Habibi? Hello. La version sonore est payante. Du coup, c'est. Ça va, ça va. Et Du coup, je m'étais arrêté là. C'est quand elle dit il y a deux façons d'agir, c'est ça? Majid Kacha qui est courageux? Je sais plus. Il y avait un peu le bordel dans le chat à ce moment-là, mais ils disent 2 minutes, mais c'est pas vrai. C'était 30 secondes. En tout cas, c'était moins long que la première coupure. Ok. Non, c'est chiant. Je sais pas pourquoi le micro il se ferme tout seul. Là. Attends, je vais juste mettre mon son correctement. Bah, du coup, je vous refais cette partie. Vous avez la façon assez pédagogique de Majidou Pacha, qui explique... Alors, là, je disais que ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Je suis beaucoup plus pédagogue que Majid. Ces incohérences-là, preuve à l'appui de très longs discours. C'est un des plus anciens d'ailleurs sur les... Ah, bah, parce que moi, j'anticipe qu'elle met en parallèle Majid et moi, et c'est de là que vient l'extrait qu'on m'a envoyé. Bah, je suis très pédagogue, c'est-à-dire que mes livres sont extrêmement sourcés. J'ai Incroyable Islam et Incroyable Coran qui ont toutes les sources. Et je suis plus encore rigoureux que Majid, c'est-à-dire que je fais le Coran ligne par ligne, tafsir par tafsir. Les hadiths, je vous les ai tous lus. La biographie de Mohammed, je vous la lis ligne par ligne. Et le fiqh, le droit islamique, je vous le lis par ligne. Donc, si tu veux vraiment un truc rigoureux, il n'y a pas plus rigoureux que moi pour l'instant dans la critique de l'islam. Majid est exceptionnel, hein, il est impeccable dans son travail.
mais je ne comprends pas qu'il y ait une opposition. Maintenant, je sais qu'il y a une opposition parce que j'ai écouté la suite pendant que vous ne m'entendiez pas. Sur les réseaux sociaux, c'est l'un des plus courageux aussi, puisque vraiment il se donne beaucoup de mal et de peine pour vraiment aller là où ça fait le plus mal en fait. Hein. Alors, est-ce que vous avez entendu le truc sur le courage ou pas? Est-ce que tu as entendu quand je parlais du courage? Comme je te disais, j'ai pas fait gaffe sur la fin parce que je gérais le chat vu que tout le monde mettait des Ouais, majuscules. je vais demander au chat. Ouais, attends, t'as pas le lien? Je l'ai mis dans le chat, le lien, Jack. Attends, Ah, mais demandez le lien juste pour me dire que j'ai pas le son, c'est pas grave. Oui, avec son garde du corps, oui. C'est ça que j'ai dit, c'est qu'elle parle de courage. Pourtant, à ma conférence, le garde du corps, il n'était pas pour tout le monde, il était que pour elle. Donc, je suis assez ravi qu'une personne qui a une notion très exacte du courage parle du courage des autres. Et j'adore, c'est qu'elle utilise l'argument du courage pour dire qu'il va là où ça tape chez les croyants. Mais moi, elle a parlé de dénigrer. Moi aussi, j'utilise ce qui tape chez les croyants, mais bon, je n'ai pas le niveau pour comprendre cette analyse. Chez les croyants, là où c'est plus incohérent, c'est un homme courageux, c'est un homme précis. Ouais. Parce que Majid est plus sexy que toi. Ça, je le dénie pas. Hein. Il est très, très beau. Si, très rigoureux. Ses livres sont, de ce point de vue, très intéressants. Il a aussi, d'une certaine manière, une approche salafiste de l'apostasie. ça, je suis sûr que vous l'avez pas entendu. What? Ajidou Kacha, c'est un salafiste. Ça me rappelle Ah putain, mais c'est comme les musulmans qui viennent te dire que t'es aussi islamiste que les terreaux. Je te jure. Tous des fous. En islam, c'est-à-dire que lui aussi est un littéraliste. Il prend les choses à la lettre parce que... Non mais tout ce mépris, j'en ai marre. Il n'est pas juste littéraliste, il a vécu à la lettre. Il n'a pas genre juste lu les textes, il a vécu ça et il a vu les textes qui parlaient de ça et qui expliquaient. Il a été battu à l'école coranique en France, le gars. On lui a coupé la bite. Vraiment, elle ne veut pas comprendre. Elle est dans sa tour d'ivoire, elle est déconnectée de la réalité, c'est pas possible.